Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Salama et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une conférence de D3 en obstétrique. Au cours des 2 années à venir, D3 et D4, je resterai votre référent dans la spécialité de gynécologie obstétrique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon adresse mail saminterne@hotmail.com, adresse que vous retrouverez sur chacun des dossiers. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y réponds en 48-72 heures. L'objectif des confs de D3, c'est de poser les bases pour être à l'aise dans la spécialité et avoir acquis des réflexes importants. Et sur les confs de D4, on va pouvoir faire rentrer un petit peu des éléments transversaux pour avoir des dossiers un petit peu plus complets. Je vous propose dès maintenant d'attaquer la correction du dossier numéro 1. C'est parti. Voici mon adresse mail, saminterne@hotmail.com. Vous la retrouvez sur chacun des dossiers. Mademoiselle Jessica P, G1P0, 26 ans, consulte aux urgences obstétricales pour un mal de dos persistant localisé au niveau lombaire droit, associé à une fièvre à 38,9. Elle est enceinte de 29 semaines d'aménorrhée et ressent des contractions douloureuses toutes les 10 minutes depuis 2 heures. Le suivi de sa grossesse s'est déroulé sans le moindre problème, toutes les sérologies sont à jour, Toxo+, VIH-, TPHA-VDRL négatif, groupe sanguin A positif. L'écho à 22 semaines était normal. Le test de dépistage du diabète gestationnel, réalisé à 28 semaines, après 75 grammes per os, retrouve AH0 1 g, AH1 1,92 g par litre et AH2 1,60 g par litre. Elle n'a pas d'antécédents particuliers, sinon des épisodes de cystite 1 à 2 fois par an, traités par son médecin généraliste. À l'examen de cette patiente, on retrouve une fièvre à 39 degrés, une tension à 12,6 et une fréquence cardiaque à 90 battements par minute. L'utérus se relâche bien entre les contractions, il n'y a pas de métrorragie ni de leucorrhée, la douleur est élective à la percussion de la fosse lombaire droite. Le col est raccourci, intermédiaire, un doigt large sur toute la longueur, ramolli. Première question, comment est un col utérin en début de grossesse, ou même chez une femme qui n'est pas enceinte? Que pensez-vous du col de cette patiente? Quel est le meilleur examen complémentaire pour évaluer le col? Un col normal est un col LFTP, long, tonique, fermé, postérieur. Et pendant le travail, ce col va subir des modifications. De long, il va se raccourcir. De postérieur, il va se centrer. De tonique, il va se ramollir. Et de fermé, il va s'ouvrir. Un doigt large, 2 doigts larges, 3 cm, jusqu'à dilatation complète. Ça, c'est la dynamique du travail. Donc un col avant le travail, normalement, il est LFTP, long, tonique, fermé, postérieur. Chez cette patiente, on constate donc des modifications cervicales importantes, probablement sous l'effet des contractions qu'elle a pu ressentir. Et donc, on est dans le cadre d'une menace d'accouchement prématuré. On verra ça à la question d'après. Le meilleur examen pour évaluer le col, c'est un des éléments de l'échographie obstétricale. C'est donc l'échographie du col, réalisée par voie endovaginale, qui va mesurer la longueur efficace du canal, sans contraction et pendant la contraction. La valeur seuil, le cut-off, est autour de 25-26 mm. Quel est votre diagnostic devant ce tableau? Cette patiente, bien sûr, elle a une menace d'accouchement prématuré. On a commencé à l'évoquer à la question précédente, je vous en reparlerai après. Bien sûr, tout le temps, quand on donne un diagnostic en obstétrique, il est capital de préciser le terme. C'est capital, d'accord? Puisque cette patiente, avec la même symptomatologie, mais à 17 semaines, serait dans le cadre d'une menace de fausse couche tardive. Et puis, si cette patiente, elle était à 39 semaines, ce serait la mise en route du travail. Donc, le terme en obstétrique, et on en reparlera après, c'est capital, ça donne toute la base. Chez cette patiente, il y a une cause à cette menace d'accouchement prématuré, c'est une pyélonéphrite aiguë droite probable. N'oubliez pas de toujours préciser le côté, c'est capital. Et chez cette patiente, bien sûr, vous aviez repéré qu'il y avait un diabète gestationnel avec des glycémies qui étaient fortement pathologiques sur l'HGPO réalisé. Donc, cette patiente a une pyélonéphrite aiguë droite dans le cadre d'un diabète gestationnel qui se traduit chez cette patiente enceinte à 29 semaines par une menace d'accouchement prématuré. Les arguments, donc je vous invite à revoir le moyen mémotechnique
sur TAFAC-PD, TAFAC-PD, pour justifier un diagnostic. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a une femme à 29 semaines avec un diabète gestationnel. Elle a des antécédents de cystite à répétition. C'est un terrain qu'il faut surveiller pendant la grossesse. L'imprégnation en progestérone font que les patientes sentent moins leur éventuelle symptomatologie urinaire. L'argument de fréquence, oui, ça arrive pendant la grossesse. Pour information, j'en ai eu une à ma garde précédente qui s'est finie en choc septique. L'anamnèse, qu'est-ce qu'elle raconte la patiente? Pas grand-chose ici. La clinique, on a des lombalgies droites, des douleurs à la percussion lombaire, plus une hyperthermie, ça oriente vers le diagnostic de pyélonéphrite. Des contractions utérines et des modifications cervicales, c'est le diagnostic de menace d'accouchement prématuré. Les examens paracliniques vont venir par la suite. Et pour le diagnostic différentiel, pour l'instant, il n'y a pas tellement d'autres éléments pour évoquer d'autres diagnostics. Quel est le bilan paraclinique à réaliser pour cette patiente? On va évaluer chacun des éléments. Un bilan infectieux pour voir un petit peu la sévérité de l'infection, avec une NUM et la CRP. Un bilan bactériologique pour cataloguer la pyélonéphrite et identifier le germe. Donc un ECBU, le prélèvement vaginal pour la voie d'accouchement. Et puis dans ce contexte de sepsis, on va faire des hémocultures. Le bilan des éventuelles complications, c'est important de regarder une échographie rénale rapidement. Pas immédiatement forcément, elle n'a pas un tableau de colique néphrétique, elle n'est pas hyperalgique. Simplement, si le rein est en souffrance ou s'il y a une dilatation pyélocalicielle chez ces femmes-là, ça peut être une indication à mettre en place des sondes urétérales ou des sondes double J en urgence. Le ionogramme sanguin, la glycémie pour voir où elle en est de son diabète et éventuellement la fonction rénale. En obstétrique, on évalue toujours la mère, on vient de le voir, et bien sûr le fœtus. Donc bilan du retentissement fœtal avec le rythme cardiaque fœtal et l'échographie obstétricale complète pour savoir comment on va gérer un petit peu le potentiel accouchement qui va venir. Le bilan préopératoire, puisque cette patiente potentiellement va se mettre en travail, elle va avoir potentiellement une péridurale, elle peut aussi avoir potentiellement une césarienne. Donc il faut que tout soit à jour au travers de la consultation anesthésie. Je vous rappelle le bilan préopératoire minimal, c'est une numération, plus une hémostase, plus groupe Rhésus-RAI avec des RAI récentes. La consultation d'anesthésie est à prévoir rapidement pour cette patiente dans l'éventualité où elle se mettra en travail. Le diagnostic est confirmé. Quel est le traitement de prise en charge? Bien sûr, cette patiente doit être hospitalisée dans le service de grossesse à haut risque. On en va envisager rapidement, une fois que la patiente sera stabilisée, de la transférer dans une maternité de niveau adapté. Donc c'est ce qu'on appelle le transfert secondaire ou alors aussi le transfert in utero. Ça a été démontré que c'est mieux pour les bébés prématurés de naître inborn. Qu'est-ce que c'est de naître inborn? C'est naître dans la maternité qui va prendre en charge la prématurité, plutôt que de naître outborn, c'est-à-dire une maternité qui n'a pas l'habitude de la prise en charge des prématurés, et ce bébé sera transféré outborn, c'est-à-dire après la naissance. C'est un transfert secondaire, c'est un petit peu moins bien pour le pronostic de cet enfant. Une chose est sûre par contre, c'est que le pire du pire, c'est de naître sur le périphérique, c'est de naître sur l'autoroute, c'est de naître pendant le transfert, donc hors de question de transférer une patiente qui n'est pas stable. Dans ces cas-là, c'est mieux de la coucher dans la petite maternité et de transférer secondairement avec le SMUR pédiatrique plutôt que d'envoyer quelque chose qui n'est pas stable et qui risque d'accoucher sur le transfert. Je vous en reparlerai. Bien sûr, dans le cadre de la menace d'accouchement prématuré, le repos au lit est un élément du traitement. Le décubitus latéral gauche, c'est que parfois les patientes avec les utérus sur le dos compriment la veine cave, diminuent le retour veineux et ne sont pas à l'aise. Donc quand elles se mettent soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, elles sont plus à l'aise. Les bas de contention, pas d'HBPM en systématique. Le repos au lit n'est pas un repos au lit strict. La patiente a le droit de se lever pour aller aux toilettes. D'accord, c'est fini, on ne met plus la patiente alitée pendant 6 semaines avec des cales sous les pieds du lit pour surélever, pour éviter la pression sur le col. Tout ça, c'est fini, ça n'a pas montré de bénéfice, mais la patiente doit avoir une activité réduite, c'est sûr.
L'antibiothérapie. Alors ça, c'est important. Il faut traiter la cause. Donc, traitement du facteur décompensant, la pyélonéphrite. Donc, on va mettre en place une antibiothérapie double, bactéricide, synergique, par voie intraveineuse initialement, à bonne diffusion tissu urinaire, à dose efficace, probabiliste, secondairement adapté aux germes retrouvés et à l'antibiogramme, actif sur les Escherichia coli, en probabilité, en première intention, c'est l'Escherichia coli qui est impliqué, en l'absence bien sûr de contre-indication et ou d'allergie. Le traitement de référence compatible chez la femme enceinte, attention au terrain de la femme enceinte, bien sûr, c'est une céphalosporine de 3e génération, avec par exemple du claforan, 1 gramme x 2 par jour, pendant 10-15 jours, associé à un aminoside, gentamicine, gentaline, 3 mg kg en IVL, pendant 2 jours. Ça, c'est le traitement de l'infection. Côté fœtal, élément très important qui revient dans beaucoup de dossiers d'obstétrique, c'est la corticothérapie prénatale maturative avec de la bétaméthasone, célestène, 12 mg, c'est-à-dire 2 ampoules, pendant 2 jours. 2 ampoules à J1, 2 ampoules à J2, et ce bébé a une cure de corticoïdes. Cette cure de corticoïdes va permettre de diminuer la mortalité et de la morbidité néonatale. La tocolyse, qu'est-ce que c'est ? C'est des médicaments qui vont permettre de diminuer les contractions, c'est des médicaments qui vont assouplir un petit peu l'utérus, et le but, c'est que cette patiente arrête de contracter pour éliminer le risque d'accouchement, au moins pendant 48 heures, pour que cette patiente puisse bénéficier complètement de la cure de corticoïdes, qui est vraiment l'élément qui a montré son bénéfice dans l'amélioration du pronostic néonatal des bébés entre 24 semaines et 34 semaines. Avant, on ne fait pas de corticothérapie prénatale. Après, ce n'est pas la peine non plus, ça n'a pas montré son bénéfice. Quoi mettre comme tocolytique ? Les inhibiteurs calciques, avec nicardipine, le loxène. Petit aparté sur le loxène, je vous rappelle que c'est un inhibiteur calcique qui est aussi antihypertenseur. Donc dans d'autres pathologies, et notamment les pathologies hypertensives de la femme enceinte, on retrouvera un traitement qui va associer une corticothérapie et un inhibiteur calcique type loxène. Mais précisez bien que l'inhibiteur calcique, dans quelle indication il est mis. Est-ce que c'est un antihypertenseur ou est-ce que c'est un tocolytique ? L'autre, très spécifique, c'est les antagonistes de l'ocytocine avec l'atosiban tractocyle. Le loxène n'a pas l'AMM, le tractocyle a l'AMM, mais est très très cher. Autre médicament qui a l'AMM, c'est le salbutamol, mais j'espère que sur ce terrain-là, bien sûr, vous ne l'avez pas mis, parce que chez cette patiente, il y a une contre-indication au bêta-2 mimétique, avec le diabète, un risque majeur de décompensation acidocétosique, donc c'est une contre-indication formelle au risque d'envoyer cette patiente en réanimation avec un coma acidocétosique. Dans ce dossier, vous avez vu, la patiente, elle dit « Aïe, j'ai mal », elle a mal dans le dos, du côté droit. Donc, dans votre cadre de réponse, obligatoirement, il doit y avoir des antalgiques. Et on commence avec du paracétamol. Cette patiente, en plus, a une hyperthermie. Vous savez que l'hyperthermie peut être responsable d'une tachycardie fœtale. Donc, très important de penser aux antalgiques. Et puis, cette patiente, elle a un diabète. D'accord ? Donc, il va falloir, 1, la mettre sous régime. Et puis, 2, avec les corticoïdes, il va certainement falloir mettre en place une surveillance rapprochée et potentiellement une insulinothérapie pour rester dans les objectifs du diabète. Bien sûr, comme tout le temps, surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement chez la mère et chez le bébé par des mesures cliniques et paracliniques. Et puis pour cette patiente, si elle sort de l'épisode aigu et que la menace d'accouchement prématuré et jugulé, on va faire une surveillance très rapprochée par des bandelettes urinaires et un ECBU jusqu'à l'accouchement pour éviter la récidive sur ce terrain à haut risque. Quels sont les risques pour l'enfant en cas de naissance prématurée, en cas d'accouchement immédiat à 29 semaines ? Il y a un risque pulmonaire avec la détresse respiratoire néonatale due à la maladie des membranes hyalines qui peut se compliquer de la dysplasie bronchopulmonaire
qui est définie par l'oxygénodépendance à 36 semaines d'âge corrigé. Vous pouvez voir dans certains de vos livres à 4 semaines de vie. Un bébé qui naît à 27 semaines, 4 semaines de vie, ça fait 31 semaines d'âge corrigé. C'est normal qu'il soit encore oxygénodépendant. D'accord ? Donc il faut toujours corriger l'âge de naissance de l'enfant par rapport au terme. Et donc la bronchodysplasie, c'est défini par l'oxygénothérapie à 36 semaines. Il peut y avoir des pneumothorax aussi chez ces enfants, soit des pneumothorax spontanés, soit des pneumothorax iatrogènes dus à la ventilation mécanique. Des complications digestives avec l'entérocolite ulcéronécrosante et des complications neurologiques responsables d'infirmité motrice cérébrale avec la leucomalacie périventriculaire et des hémorragies intraventriculaires. À noter que ces maladies, maladie des membranes hyalines, entérocolite ulcéronécrosante, leucomalacie périventriculaire, hémorragie intraventriculaire sont améliorées en termes de mortalité et de morbidité par la corticothérapie prénatale maturative. Donc, l'accouchement prématuré est responsable d'une augmentation du risque de décès et de séquelles, de mortalité, de morbidité. La corticothérapie prénatale maturative diminue les risques de 50% environ concernant la maladie des membranes hyalines, l'entérocolite ulcéronécrosante, la leucomalacie périventriculaire et les hémorragies intraventriculaires. D'autres complications qui ne sont pas améliorées par la corticothérapie, on a les hypoglycémies chez le bébé, liées au diabète de la mère, mais aussi liées à la prématurité et à l'immaturité hépatique, des hypocalcémies, des ictères, la rétinopathie hyperoxique qui peut aller jusqu'à la cécité. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le réanimateur néonatal qui est un petit peu stressé de voir le bébé à 91% de SAT et pour essayer de l'améliorer, lui augmente la fraction d'éjection de l'air et donc il se retrouve à 100% de FiO2. Et donc cette hyperoxygénation est délétère pour la rétine du nouveau-né qui risque une rétinopathie hyperoxique et une cécité. Les séjours prolongés en réanimation, c'est pas bon pour les bébés parce qu'ils ont plus à risque d'infection et puis ça perturbe la relation parent-enfant. En conclusion, pour ce dossier, comme j'ai commencé à vous le dire, élément capital en obstétrique. Quand vous parlez d'un dossier, toujours spécifier le terme. Les mêmes symptômes en fonction du terme ne portent pas le même nom, ce n'est pas le même diagnostic. La même pathologie en fonction du terme n'a pas le même traitement. Donc en obstétrique, le terme, ça doit toujours apparaître dans votre cadre de réponse. Petit dogme, petite chose à comprendre concernant la fièvre et la grossesse. Une fièvre qui survient pendant la grossesse, associée à une douleur lombaire et un ECBU positif, c'est une pyélonéphrite aiguë. Et ça se traite avec des céphalosporines de 3e génération. Évitez toujours l'augmentin pendant la grossesse. À l'opposé, une fièvre isolée pendant la grossesse. Isolée, c'est-à-dire pas d'autres signes. Le CBU négatif, pas d'autres douleurs, sinon peut-être des myalgies ou des arthralgies, mais rien de spécifique. Dans ces cas-là, on redoute une listeria, on va faire des hémocultures avec une recherche spécifique de la listeria et on va traiter la patiente avec une pénicilline A, clamoxyl, 1 g x 3 jusqu'à confirmation. Et si c'est confirmé, on augmentera les doses. Et si c'est infirmé, on diminuera les doses. Attention, fièvre et contexte de rupture, soit immédiat, la patiente elle rompt et puis elle a de la fièvre, attention, soit elle a rompu et on la surveille pour essayer de gagner un petit peu de temps et elle commence à faire de la fièvre. Attention au risque de chorioamniotite, très important. Dans ces cas-là, s'il y a une chorioamniotite, il faut mettre des antibiotiques et il faut faire accoucher la patiente rapidement. On préfère des bébés prématurés que des bébés infectés, on en reparlera. Et puis, fièvre plus douleur abdo-aspécifique, pensez à l'appendicite. D'accord, c'est un diagnostic difficile et toujours retardé pendant la grossesse. L'atocolyse, on a fait un petit point tout à l'heure avec les bêta-2 mimétiques. Certes, ils ont l'AMM, mais ils sont difficiles à manier. N'oubliez pas le bilan préthérapeutique, c'est pas confortable pour la patiente, mais ils ont l'AMM. Les inhibiteurs calciques, eux, n'ont pas l'AMM. D'accord, donc
l'agence du médicament n'a pas donné l'AMM là-dessus parce que le laboratoire ne l'a pas demandé, parce que ça ne les intéresse pas globalement. Mais sachez que dans toutes les maternités de France, le tocolytique de première intention, ce sont les inhibiteurs calciques, qui ont, dans toute la littérature obstétricale, montré qu'ils étaient au moins aussi efficaces que les bêta-2 mimétiques, parfait, qui n'ont pas besoin de bilan préthérapeutique et qui sont assez confortables pour la patiente. Mais ils n'ont pas l'AMM et ils n'auront pas l'AMM. Très sincèrement, je pense qu'à l'internat, vous pouvez mettre les inhibiteurs calciques. Je ne vois pas comment un professeur pourrait vous en vouloir, alors que dans tous les services, c'est ce qui est fait en première intention. Les antagonistes spécifiques de l'ocytocine, bah là, ça marche très bien, mais ça coûte très cher. Donc généralement, c'est réservé aux situations très sévères ou à certains cas particuliers. Quelques autres médicaments, ça ne marche pas. Le Spasfon, oublié. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça marche très bien. Le seul souci avec ça, c'est que ça entraîne au niveau du bébé une fermeture prématurée du canal artériel ou une vasoconstriction des artères rénales. Donc le fœtus ne fait plus pipi, il se met en oligoamnios. C'est pas grave au niveau rénal puisque c'est le placenta qui fait la filtration, mais que si le bébé venait à naître, il n'allait pas mourir de sa prématurité, mais il allait mourir d'une insuffisance rénale purement iatrogène. Donc on évite. La corticothérapie prénatale maturative, donc comment ? Je vous l'ai dit, c'est de la bêta-méthasone, chronocélestène, 12 mg, 2 ampoules, AJ1 et AJ2, et ça, c'est une cure qui est faite. Je précise bien corticothérapie prénatale maturative et pas maturation pulmonaire, parce que comme on l'a vu, il n'y a pas que les poumons qui sont maturés. À qui ? C'est à toute patiente qui a un risque d'accoucher ou d'être césarisée dans les jours qui viennent, mais chez qui on a une visibilité. Hors de question de mettre une corticothérapie prénatale maturative chez une patiente qui a un hématome rétroplacentaire. Dans ces cas-là, il faut faire sortir le bébé là, maintenant, tout de suite, immédiatement. On n'a pas 48 heures de visibilité. Sur une menace d'accouchement prématuré ou sur un placenta prévia qui saigne, on espère que ça va pouvoir tenir au moins 48 heures, le temps d'avoir pu faire cette cure qui va améliorer très nettement le pronostic de cet enfant s'il veut naître prématurément, c'est-à-dire entre 24 et 34 semaines. Pourquoi pas avant 24 semaines ? Parce que dans toutes les séries qui ont été étudiées, il y a 0% de survie avant 24 semaines. Donc on ne prend pas en charge de manière réanimatoire ces enfants avant 24 semaines. Entre 24 et 26 semaines, c'est très débattu parce que le pronostic est assez difficile, empreint d'une forte morbidité néonatale et d'une forte mortalité. Donc c'est débattu. Après 26 semaines, il faut se battre pour ces enfants. Est-ce qu'il faut répéter les cures ? Oui, oui, c'est débattu. La littérature n'a pas prouvé de bénéfice là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut justifier la première cure. La première cure ne se fait pas en systématique, elle se fait dans une situation à risque. Oui, mais si la situation à risque apparaît à 27 semaines, par exemple, qu'on a fait les corticoïdes, super, que la situation se calme, génial, la patiente garde le bénéfice des corticoïdes pendant 15 jours, 3 semaines environ. Et qu'est-ce qu'on fait si elle se remet dans une situation de menace d'accouchement prématuré à 32 semaines ? Est-ce qu'il faut les refaire ou pas ? Certaines équipes refont une cure complète, ok. D'autres équipes font juste une injection de rappel, ok. Et certaines autres équipes ne font rien. D'accord ? Donc, il n'y a pas de réponse unanime là-dessus. Je n'ai pas de bonne réponse à vous donner. Mais sachez que la répétition des cures, en tout cas, n'est pas systématique. C'est pas on va faire une cure toutes les 15 jours parce que le col est raccourci. Non, certainement pas. Ça, on sait que c'est délétère pour la mère et pour le bébé. Les bénéfices, on l'a vu, c'est surtout pour le bébé. Une diminution par 2 des risques de la prématurité en termes pulmonaires, digestifs et des infirmités motrices cérébrales. Les risques, pour la mère, dans le cadre du diabète gestationnel, c'est de décompenser le diabète, donc contre-indication à l'association avec des bêta-2 mimétiques. Une patiente diabétique a besoin des corticoïdes, enfin pas elle, mais son bébé, a vraiment besoin du bénéfice des corticoïdes. Donc il faut donner les corticoïdes à la mère, parce qu'on n'a pas autre chose, mais bien surveiller le diabète.
Si elle a une infection, une pyélonéphrite, c'est pas grave, c'est pas 48 heures de corticoïdes qui vont faire flamber l'infection, ce d'autant qu'elle est jugulée par les antibiotiques. Donc pas de souci, pas d'arrière-pensée là-dessus. Les risques pour le bébé, il n'y en a pas, a priori, sur une cure. Sur la répétition des cures, on sait que c'est délétère. Pareil pour la mère. Dans ce dossier, nous avons vu donc l'item numéro 17, les principales complications de la grossesse, l'item numéro 21, la prématurité et le retard de croissance intra-utérin, les facteurs de risque et la prévention, l'item 93, les infections urinaires de l'enfant et de l'adulte, la leucocyturie, et l'item 196, la douleur abdominale aiguë chez la femme enceinte. Je vous remercie et je vous propose d'attaquer la correction du dossier numéro 2.